mon bouquin, j'attendrai la fin du monde. Libre à chacun d'y trouver ce qu'il voudra. Une autre vie, je m'immerge jusqu'aux dents. Serre donc ma main, tout lâcher pour l'écrivain. Ce soir, j'ai le privilège d'accueillir deux auteurs, poètes, romanciers, nouvellistes, plein d'autres choses aussi. Ersis Storitopoulos, bonjour, et Marc Biancarelli. Bonjour. Ensemble, nous allons parler de cette troublante familiarité, réelle ou supposée, entre auteurs du Mare Nostrum, et nous allons explorer les thèmes de cette rencontre, écrire en Méditerranée, proximité et divergence. Donc nous avons le plaisir d'accueillir Ersis Sotiropoulos. Ersis, vous êtes un peu l'hirondelle qui n'annonce pas le printemps. Vous êtes le Tsilitri Tsilitro de ce festival, puisque vous n'êtes pas italienne, mais vous êtes grecque. Vous êtes née à Patras, et lorsque vous étiez enfant, vous nous l'avez raconté l'autre jour, votre mère vous a dit qu'elle était une espionne russe, et que lorsque sa mission serait terminée, elle vous abandonnerait, vous et toute votre famille. Forte de cette expérience, donc, vous avez fait des études de sciences sociales et d'anthropologie à Florence et à Rome. Nous revenons vers l'Italie quand même. Et vous avez travaillé ensuite au niveau culturel à l'ambassade de Grèce en Italie. Vous commencez à écrire en 1980 et... Moi? Non. Non? Avant? Bien avant? Vous commencez à publier peut-être? Non, j'ai publié des poésies, des poèmes dès l'âge de 13-14 ans. Très bien. Vous publiez donc des recueils de poésie, effectivement, plusieurs romans, 3 recueils de nouvelles, et vous écrivez le texte de la série poétique 24 heures dans la peau d'une femme pour Arte. Ah oui, oui, je brille, oui. De nombreux de vos livres ont été primés, notamment Zigzag dans les Orangers, qui a eu le prix de l'Académie d'Athènes et le prix de la revue Diavaso, et Ce qui reste de la nuit, qui a reçu le prix de la Méditerranée, et vous êtes traduite en 5 langues. Merci beaucoup d'être avec nous. Marc Biancarelli, vous êtes un écrivain corse. Vous êtes né en Algérie en 1968. Vous avez été enseignant de langue corse et vous avez écrit l'écrasante majorité de votre œuvre dans cette langue, puis traduite en français. Vous avez aussi commencé par une forme de poésie, peut-être, puisque un de vos premiers livres est Biagio in Vivaldi, qui est une odyssée épique écrite sous forme de vers. Vous êtes un auteur important de la scène littéraire insulaire, déjà par vos ouvrages qui ont marqué les esprits. On peut citer pêle-mêle Massacre des Innocents, Murtour, Prioner ou Orphelin de Dieu, Le Peuple du Quad, mais aussi depuis longtemps au centre d'une effervescence littéraire, puisque vous avez participé à des recueils de nouvelles, à des blogs littéraires et à de nombreux projets collectifs donc, que vous avez même parfois dirigé vous-même. Vous êtes aujourd'hui éditeur et auteur à temps plein aux éditions Omara. C'est comme ça que ça se prononce, hein. L'accent est sur le Omara. Vous éditez une sélection d'auteurs émergents extrêmement talentueux, jeunes et moins jeunes, qui publient en langue corse et en bilingue. Merci d'être à nos côtés, tous les deux, aujourd'hui. Merci. Donc, comme vous le voyez, nous sommes entourés des bonnes personnes pour explorer ce que cela signifie d'être auteur et d'écrire en Méditerranée. Et pour commencer cette discussion, j'aimerais vous poser une question qui me semble importante. Tout d'abord, pensez-vous qu'il existe une littérature méditerranéenne en soi? Je crois que c'est une question un peu délicate, comment dirais-je, car peut conduire à des malentendus, et ces malentendus vont conduire à des stéréotypes. C'est mon père toujours, ce que je déteste, c'est les stéréotypes. Car on devrait d'abord définir quelles sont les règles ou les profils de la littérature méditerranéenne. Et par exemple, en Grèce, on a 2 grands poètes, tous les 2 couronnés de prix Nobel, Odysseas Elitis, qui est la quintessence de l'esprit, de la substance méditerranéenne, c'est la mer Égée, le soleil, l'exaltation pas seulement du paysage, du mode de vie. Et à côté de lui, également couronné par le prix Nobel, c'est Georges Seferis, peut-être plus proche de Eliot que de Odysseas Elitis. Il parle aussi de la lumière, mais il y a beaucoup de gris. Et en même temps, toute
les déracinements, toutes les errances, toute l'histoire de la Grèce passe à travers, dans sa poésie, beaucoup plus que dans la poésie d'Odysseus Elytis. Aussi, il y a un autre exemple, Théo Angelopoulos, le metteur en scène, dans ce film, il plaît toujours. Est-ce qu'on peut dire que Odysseus Elytis est un écrivain méditerranéen et Georges Seferis ne l'est pas? Ça qui me pose une question toujours. C'est compliqué de la définir avant de savoir si elle existe ou si elle n'existe pas, peut-être. Parce que, surtout pour nous Grecs, je trouve que c'est quelque chose qui pèse aussi sur comment les étrangers voient la littérature grecque. Nous sommes coincés très souvent, toute la Grèce, mais surtout les écrivains, entre des stéréotypes. D'une partie, la splendeur, les anciens monuments, l'histoire, c'est comme aller avec un fardeau sur le dos, tout ça. Et de l'autre côté, les stéréotypes, mer, moussaka, sirtaki et tout ça. Et on est coincé entre ça. Ça vous parle, Marc Biancarelli, ce double héritage à la fois culture, même si évidemment la culture grecque et la culture corse ne sont pas comparables dans l'histoire, entre la culture entre guillemets littéraire et puis la culture de la plage et de ce genre de choses? Oui, ben évidemment. Et le mot que je retiens, c'est celui du risque du stéréotype. Qu'est-ce qui fait que la littérature en Corse, par exemple, elle serait spécifiquement méditerranéenne quand une société n'est pas forcément ancrée dans ses habitudes, sa vie de tous les jours? Je dirais dans si on devait la définir, je ne sais même pas quelle serait la définition, une civilisation méditerranéenne. Moi, j'ai quand même souvent le sentiment qu'aujourd'hui, on est plus tourné vers le nord, on est plus tourné vers la mondialisation que si c'est la Méditerranée du tout tourisme, des grands yachts, des grands paquebots. D'ailleurs, finalement, quand on observe, on a l'impression que même en Corse, on est réticent à faire cette littérature qui parlerait de ces problématiques-là. J'en profite pour dire que Jérôme Ferrari va pas tarder à publier un livre qui peut-être abordera ces questions-là. Et finalement, il nous ramène un peu les deux pieds dans des problématiques méditerranéennes concrètes, mais en tout cas de cette méditerranéité-là. Voilà. Et après, dans la tradition littéraire corse, c'est compliqué parce qu'on a une littérature réellement émergente dans la période moderne à partir du 19e siècle qui n'a pas vraiment ancré ces thématiques là-dedans, dans ce paysage-là. Donc c'est souvent, on a souvent été dévoré par d'autres questions. Les questions de l'identité, les questions de la langue, les questions des rapports de force entre sociétés, entre centres et périphérie. Et je crois que c'est plus là où nous on s'inscrit, où on a inscrit peut-être une espèce d'écriture un peu collective. Voilà. Très bien. Et donc, à votre niveau, vous-même, est-ce que vous vous sentez plutôt auteur méditerranéen ou plutôt auteur en Méditerranée? Encore là, c'est la même question. Par exemple, je me souviens très bien, il y a quelques années, mon agent avait envoyé un manuscrit de moi à un éditeur italien, je ne me rappelle plus lequel. Et là, une femme m'a répondu, qui était la chef pour la collection étrangère, a dit, elle écrit très bien, mais elle n'est pas grecque, qu'est-ce que c'est ça? Elle ne trouvait pas, où est la Grèce, où est la mer, c'est encore, on se trouve là. Et en plus, il y a une autre difficulté. Peut-être c'est valable encore, et je vous le souhaite ça en Corse, mais en Grèce, ça n'existe plus. Jusqu'au début des années 80, il y avait des compagnies, des groupes, un groupe d'amis écrivains. Quelqu'un était plus âgé, déjà très connu, des autres pas publiés encore. On se voyait une fois par semaine. Il y avait aussi le groupe ennemi à nous. Et là, on lisait
ce que chacun écrivait, on en discutait. Maintenant, pour ça c'est difficile de parler de... Par exemple, en Grèce, il y a, c'est très important, un groupe d'écrivains qui c'est les écrivains d'entre les deux guerres. Ça, maintenant, tous les écrivains sont comme des météorites solitaires. Un écrivain en Bulgarie, un autre là, et là. Il n'y a pas la communauté, ça manque. Il n'y a pas d'émulation collective. Je suis grec, je me sens grec, j'écris en grec. Mais peut-être il y a des canons que je peux pas, que je ne respecte pas. Très bien. Justement, vous parlez de la langue grecque, vous avez parlé aussi de la langue corse dans les problématiques qu'on aborde en Corse. C'est peut-être à la fois des proximités et des grandes divergences de vos travaux, puisque vous écrivez vous en corse et vous en grec. Marc Biancarelli, dans une interview, vous avez dit écrire, publier en langue corse, c'est souvent encore aujourd'hui résister. Déjà, est-ce toujours le cas en 2024? Bon, d'abord, j'écris pas qu'en corse, j'écris aussi en français, mais c'est vrai que j'ai écrit beaucoup et je continue à écrire en corse. Je sais plus où j'ai dit ce truc-là, mais ma réponse serait oui. De fait, sans chercher, moi j'ai pas une approche idéologique des choses. Je revendique vraiment rien. Mais s'il y a bien quelqu'un qui se pose pas la question en termes politiques, c'est moi. Mais il y a une forme de résistance, de fait, parce que la question est posée. À partir du moment où on se pose la question, alors attention, hein, quand on parle de résistance, j'ai pas du tout le sentiment d'être dans la résistance comme Jean Moulin à une oppression abominable, etc. Hein. Je pense que c'est d'abord une résistance par rapport à notre propre vision des choses. Voilà. C'est déjà comme ça, moi, que je vois les choses. Mais ensuite, il y a tellement d'obstacles présentés pour que soit évident le fait d'écrire en corse, qu'inévitablement le fait de le faire, ça n'est pas que ça, mais c'est aussi une résistance. Combien de fois on m'a posé la question, mais pourquoi tu écris en corse? Mais franchement, si on peut me poser une question aussi violente, c'est que je suis remis en cause dans mon être même. On ne l'accepte pas, cet être. Ou on trouve aberrant l'idée qu'on puisse écrire dans cette langue, qui a été qualifiée de langue de berger, langue pour siffler les chèvres, etc. Je veux dire, il y a une telle somme, il y a un tel historique de mépris et d'auto-mépris par rapport à ce fait-là, qu'il faut s'inscrire quelque part dans une forme de... Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais de résistance au mépris, aux a priori, aux stéréotypes dont on parlait tout à l'heure, et puis même à ses propres freins, à ses propres idées reçues par rapport à la question. Si la question a été posée, est-ce que tu écris en Corse pour résister à la France? Ma réponse c'est non, j'en ai rien à foutre, c'est pas mon problème. Par contre, si c'est pour exprimer dans la difficulté et face à tous les obstacles qui existent, ce que c'est que d'écrire dans une partie de mon être, là, oui, voilà. Après, ça exclut pas le plaisir, ça exclut pas toutes les autres dimensions de l'écriture, évidemment. La quête esthétique, la recherche linguistique, tout ce qu'on veut, tout ça, ça existe. Mais il y a une petite part quand même, ou une part importante, plus ou moins relativement importante, qui s'inscrit là-dedans. Encore aujourd'hui, je ne crois pas qu'on évolue comme ça. Ah tiens, d'un coup on a un déclic et tout le monde adore ça et tout le monde trouve que ça a du sens. Moi je pense que je retrouve aujourd'hui les mêmes blocages, les mêmes incompréhensions, la même aberration au niveau du sens dont je parlais qu'il y a 30 ans quand j'ai commencé, quoi. Voilà, c'est la même chose. Il faudra passer des générations et puis après cette génération, il faudra passer celle d'après et puis après celle d'après, un miracle existera peut-être. Voilà. On l'espère. Ce qui est intéressant, c'est que vous écrivez en grec, qui est donc une langue officielle, et qui est évidemment pas une langue internationale d'envergure de l'anglais, par exemple, ou autre. Mais pour vous, est-ce qu'il y a quand même une forme de résistance à écrire en grec, ou en tout cas... C'est pas la même
c'est pas du tout la même problématique. Le grec, c'est une petite langue, entre guillemets, dans le sens que le nombre de lecteurs qui peuvent lire mes livres ou les livres de quelqu'un en langue originale, c'est rien. À un niveau international. Et j'ai grandi dans une ville provinciale pendant les années de la dictature et la lecture m'a sauvé, soit en grec, soit en traduction. Et les poètes étaient mes alliés, fidèles, contre une société insupportable, oppressive, hypocrite, fausse, idiote, stupide. Donc l'écriture pour moi, dès le début, c'était la quête de la liberté. Donc j'ai commencé à écrire d'une manière désobéissante en explorant les limites du langage. Aucune vérité n'était a priori vraie pour moi. J'ai commencé, je devais creuser. J'ai commencé à écrire quand j'étais enfant. Il y a de longues années, de décennies derrière moi, mais je continue à creuser. Et même l'écriture continue à être une quête de liberté. Et même si j'ai vécu plusieurs années à l'étranger, toutes mes tentatives d'écrire en italien, en français ou en anglais, parfois on produit de beaux textes, mais qui me laissaient indifférent, beaux d'une manière ennuyeuse. Totalement ennuyeuse. Et je crois qu'il manquait cet élément indiscipliné que je dois garder comme noyau non négociable à mon écriture, sinon ça ne marche pas. Et cette quête de la liberté, me plaise ou ne me plaise pas, c'est possible seulement en grec pour moi. Mais c'est mon parcours. Je ne suis pas Nabokov, je veux dire. C'est moi. Bien sûr, mais du coup ça a fait aussi écho à ce que vous disiez tout à l'heure, ce sentiment de liberté, ce besoin de liberté, aussi contre des stéréotypes sur la Grèce et sur ce qu'on attend de votre littérature. Et justement, en parlant de la langue, une des, pour le coup, grandes similarités entre vos deux travaux, c'est que vous êtes tous les deux, sur beaucoup de livres, traduits en français. Vos livres sont traduits évidemment du grec, Marc, vos livres sont traduits du corse. Lorsque vos livres, à tous les deux, sont traduits dans cette langue-là, qui est notamment une langue que vous maîtrisez, vous très bien et vous aussi, quel est votre rapport à la traduction, justement, dans une langue que vous maîtrisez comme ça? Quels sont peut-être même vos allers-retours, quelque chose un peu derrière, pour aller derrière le rideau, voir comment ça peut fonctionner? Moi, j'ai des traducteurs qui m'aiment et autres qui me détestent. Ils me détestent profondément. Allez-y, ça m'intéresse beaucoup. Non, mais moi, je pourrais traduire moi, quelque part, évidemment, puisque j'ai la capacité de parler français, c'est ma langue aussi. C'est autant ma langue que le corse. Donc, j'aurais pu, mais j'ai toujours trouvé très fastidieux et ennuyeux de se traduire soi-même, parce qu'on a déjà écrit l'œuvre et qu'on a envie aussi de l'abandonner un peu. Et puis après, pour conforter ma fainéantise, j'ai eu la chance d'avoir des excellents traducteurs. Et ils me proposaient une version du texte, finalement, que je redécouvrais presque comme un lecteur. Je retrouvais ma position de lecteur face à des textes traduits, et plus d'auteur. Et je trouvais ça fascinant. C'est comme si je m'entendais, mais inventé par un autre. Voilà, et ces mouvements-là, cette alchimie-là, bon, elle est impressionnante. Et l'autre élément, c'est que si j'avais dû écrire le texte dans la langue directe, en français direct, j'aurais jamais écrit ce que j'ai écrit. Je sais que le corse me permet une liberté de ton et comment dire, de ne pas tenir compte des canons habituels de la littérature française, notamment stylistique, la bienséance de certains propos, de certains mots, tout ça. Moi, il se trouvait qu'en Corse, j'ai une langue assez... je parle comme un charretier, quoi. J'ai une langue un peu vulgaire, un peu du peuple, comme ça. Et si j'avais dû écrire directement ça en français, je l'aurais jamais fait. Donc finalement, la traduction m'a permis de me lire dans cette langue
en m'offrant une liberté que je ne me serais pas offerte moi-même en tant qu'auteur. Vous voyez, je ne sais pas si je suis clair, mais oui, bien sûr, réellement, il était possible d'écrire en français ça, et moi je ne l'aurais pas fait, tout simplement. Vous pouviez écrire, enfin, ce texte de Marc Biancarelli en français pouvait exister que s'il était traduit par d'autres. Ils n'ont pu exister que s'ils avaient été écrits en Corse à la base. Et ensuite, la traduction a amené, pour moi, la démonstration qu'on pouvait aussi dire ça en littérature. Et ça, je ne le savais pas. Je n'avais pas forcément toujours conscience. Ça a été une forme d'apprentissage aussi de ce qu'on peut faire oui, absolument. Après, je l'ai découvert dans d'autres littératures. J'ai découvert chez les Américains, chez des Français aussi. J'ai vu qu'on pouvait écrire comme ça. Mais au moment où moi je le faisais, je n'en avais pas conscience. Certaines grossièretés ou certaines familiarités de langage ou certaines entorses. J'aimais pas écrire bien, moi. Ça me plaisait pas l'idée d'avoir un beau style, d'être châtié, de mettre l'accent circonflexe au bon endroit. Tout ça, c'était des trucs, ça me fatiguait beaucoup. Et en Corse, on avait cette possibilité d'inventer soi-même sa langue. On avait la possibilité d'être maître du jeu de A à Z. Et donc, ça m'a permis une immense liberté. Mais je ne savais pas qu'on pouvait l'avoir en français à ce moment-là. Je l'ai découvert qu'après. C'est quelque chose de très intéressant, parce qu'effectivement, la traduction permet aussi de rendre accès à une œuvre qu'on n'aurait pas eue à la base. Mais je pense en fait, pour renforcer mon idée, c'est pas qu'un problème de moi, si vous voulez, c'est pas qu'un problème personnel. C'est que je pense que culturellement, au niveau de l'éducation, tout ça, on a tous une approche très très académique de la langue française, et avec un poids énorme, quelque chose de très 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 dur à transgresser. Voilà, le mot que j'ai cherché, c'était ça, c'était la transgression stylistique. Alors évidemment qu'il y a des génies et des artistes qui l'ont toujours fait, de manière remarquable, voilà. Mais il faut aller avoir la grande connaissance des lettres, et c'est pas donné à tout le monde, pour savoir qu'on pouvait faire ce chemin. La plupart des gens que j'ai connus en Corse et qui écrivaient en français, ils écrivaient des rédactions, quoi. C'était de la grammaire à l'état brut, mais c'était pas de la littérature, parce qu'ils avaient peur de la langue. Il faut pas souiller la langue. La langue française, ça se souille pas. Tandis qu'en Corse, on n'avait évidemment pas tout ce poids, on n'avait pas toute cette approche. Et donc, il a fallu ce laboratoire de la langue où on a pu exprimer une certaine liberté, et puis les traductions qui sont arrivées derrière et qui ont conforté l'idée que c'était une littérature moderne, pour que réellement on prenne conscience que quelque chose se faisait. C'est intéressant parce que justement, on a ce poids quand même sur la littérature. On n'a pas ce poids sur la littérature corse, mais par contre, on l'a un peu sur l'oralité quand même. Il y a un peu des réticences parfois de certains à parler corse, à se lancer. Bon, c'est autre chose. On n'est pas dans le domaine de la littérature. Je dirais que c'est d'autres repères sociologiques, culturels, etc. Mais on a aussi une idée Ersi en a parlé tout à l'heure, c'est l'idée des stéréotypes qu'on a sur soi-même et sur la langue et sur ce qu'on crée, qu'on produit. Moi, je sais que l'oralité que je connais n'est pas du tout l'oralité représentée par les canons, par exemple, du Riacuiste. Moi, j'ai connu une oralité pastorale, de chasseurs, de villageois bourrés, de gens qui étaient dans la vraie vie, voilà, tout simplement, et qui disaient des horreurs et qui disaient parfois des choses magnifiques. En fait, il y avait tous ces niveaux de la langue, il y avait tous ces registres de la langue, et elle n'était pas à destination littéraire. Elle était vraiment la langue du quotidien. Et je crois que c'est ça aussi qu'il faut admettre, c'est que on n'a pas été aussi prude et aussi, immaculé que tout ce qu'on a voulu se représenter de nous-mêmes, quoi. Ersi Sotiropoulos, vous avez cette sensation aussi que la langue française est un peu intouchable quand vous travaillez avec des traducteurs? Chaque langue a ses propres problèmes. Par exemple, surtout les dernières années avec l'anglais, c'est une sorte de politically correct de la langue qui vraiment change beaucoup de choses. Avec le français, mon problème, c'est l'élégance. C'est très difficile et je dois retravailler avec les traducteurs, avoir un texte tranchant, un peu direct. Il fait comme un petit bal, un pas à deux qui va comme ça. Et je l'explique, et j'insiste,
Et là, il y a des moments qu'on arrive comme ça. Il y a de grosses ruptures de style en plus il y a de grosses ruptures de style dans vos livres, surtout dans Je crois que tu me plais. Il y a quand même de grosses ruptures de style où tout d'un coup il parle de Oui, poésie. mais là, ce qui arrive, c'est que toujours à la tentation, les traducteurs, de faire monter les registres de langage. Là, c'est un langage mixte, on parle, je ne sais pas, de philosophie, de l'autre côté, on dit va te foutre, finito, basta. Mais là, il était impossible pour lui de le faire. Il y a un blocage. Il y a un blocage. Il est un garçon très sympathique, c'est un ami, mais c'est impossible. C'est plus difficile. Et sur la traduction, il y a un deuxième enjeu, c'est que justement encore dans Je crois que tu me plais, exactement, un de vos personnages sont assez sévères avec la traduction de Dante en grec, notamment. Et est-ce que vous pensez que la qualité des traductions, justement en grec, c'est aussi un frein à la littérature internationale pour la population grecque? Je ne crois pas. Je suis très reconnaissante à tous ces traducteurs qui sont derrière tous les livres que j'ai lus adolescente. Et le problème, c'est qu'il manque les lecteurs, pas que les traductions. On traduit beaucoup en Grèce aussi. Malgré qu'on est un petit pays, on traduit beaucoup. Mais là, on parle les deux amants parlent de la traduction de la Divina Commedia par un grand écrivain grec, Nikos Kazantzakis, qui a détruit Dante, vraiment. C'est illisible, c'est abject, c'est une horreur qu'est-ce qu'il a fait. C'est à la Kazantzakis, tout Dante va à la Kazantzakis. Illisible, vraiment. Et du coup, vous-même, vous avez traduit Shakespeare en corse. Donc, on revient un peu sur cette résistance, ce militantisme. Est-ce que c'est un acte militant ou est-ce que ça a pour objectif de donner accès à la littérature en Corse ou au Corse? Est-ce que ça a pour objectif de donner accès à la langue corse, à la littérature? Non, parce que, enfin, ni l'un ni l'autre, en fait. D'abord parce que l'acte militant, il n'y en a pas. Quand je parlais de résistance, je disais pas il faut répondre par la militance à quelque chose. Non, mais militantisme de la langue, purement et simplement. Non, je crois que on a, pas que moi, mais on est quelques acteurs, on a beaucoup plus de détachement et d'absence de profondeur dans ce genre de choses. Et en fait, c'est parti d'un pari entre copains. Moi, ma traduction de Shakespeare, et c'est certainement pas pour démontrer que le corse peut, parce que le corse peut, comme toutes les langues, voilà, c'est aussi basique que ça on le sait depuis très longtemps. Ça fait partie de ces idées reçues sur les langues supérieures et inférieures que de croire qu'une ne peut pas traduire. Non, les langues elles disent ce qu'elles veulent, il suffit juste d'inventer au moment X le mot qui manque, voilà, c'est tout. Et puis, c'était pas du tout le cas pour Shakespeare, parce que pour le coup, j'ai réappris ma langue, moi-même. Parce que c'est du vieil anglais, traduit du français pas tout à fait d'aujourd'hui. Et donc, finalement, le corse colle mieux à ces vieux registres de la langue que les registres actuels. Et pour traduire Shakespeare, Hamlet, j'allais fouiller ma langue. Comment elle aurait dit ou comment elle aurait pu dire à tel moment des choses qui sont d'une vraie concrétude pour nous, sociologiquement. Et puis à côté de ça, si au départ je me dis je dois démontrer quelque chose en faisant une traduction de Shakespeare, je le fais jamais. C'est parce que je suis avec Jean-François Roset, on se lance des défis, on dit le truc le plus fou qui existerait sur Terre serait de traduire Hamlet en Corse ou La Tempête en Corse. Et la réponse de l'un et de l'autre, c'est on le fait. Voilà, ça naît vraiment comme ça. C'est des défis qu'on se lance parce qu'on s'amuse, parce que ça nous plaît, parce que cette littérature, elle est faite d'une jubilation incroyable. Moi, j'adore quand on me dit « Ah, ce que vous écrivez, c'est sombre, c'est noir ». Et moi, je m'en suis jamais rendu compte parce que je ris du début à la fin, quasiment. Bon, il y a des moments où c'est moins rigolo, mais on a cette jubilation. Les auteurs corses que je connais, ils amènent cette jubilation. Hein. Joseph Antonetti, Jean-Yves Acquaï, enfin, je pourrais en citer plein. Paul Desanti, Marcello Jureček, c'est un peu moins jubilatoire, mais c'est une littérature très, très, très populaire, très accessible je dirais, à la vision moderne de la littérature.
Et finalement, c'est une littérature qui s'éclate plutôt. Ce qui manque, comme vous dites, c'est de le partager avec un public plus vaste, avec un lectorat plus vaste. Voilà, mais sinon, les œuvres se posent pas tant de questions pour émerger. Alors peut-être ça manque d'érudition, ce que je dis. Peut-être que, ouais, j'ai pas eu une grande réflexion sur le théâtre élisabétain avant de me lancer dans l'opération. Bon, non, je l'ai pas eu. Je pense qu'il y a quand même deux choses qui sont communes dans les pays méditerranéens, et ça, on le sent aussi dans la littérature. Peut-être, ça me vient maintenant, en dehors du Maghreb, Turquie et Égypte, c'est le corps. Le corps est plus charnel, est plus corps. Le corps est omniprésent. C'est pas investi de facto de culpabilité comme dans les pays protestants. En Grèce, par exemple, à l'église orthodoxe, les rituels de Saint Vendredi Saint, oui. Et avec toute la souffrance, les hymnes et ça, mais c'est tellement érotique, vraiment très érotique. Et ça comporte aussi quelque chose d'autre que je pense, et j'espère que c'est comme ça parce que c'est mieux, que la notion du mal est plus élastique chez nous. Et le châtiment aussi. Fluctuant, on peut se vanter pour ce crime, parfois. C'est peut-être aussi là une des proximités méditerranéennes, en tout cas de certains peuples du pourtour méditerranéen, peut-être d'avoir une vision du mal et peut-être du péché. Même quand c'est toute l'apparence et les prières et tout ça, en fait, c'est comme quelque chose qui fait comme quelque chose dans les paysages, on l'abandonne, on le reprend. On s'arrange un peu avec le bon Dieu. On s'arrange un peu Par rapport aux protestants, c'est une grossissime la différence. Et ça, on le voit surtout au cinéma, on le voit partout. Et le corps même est plus proche du désir, de la chair vraie, rayonne, le corps rayonne en Méditerranée. Même le corps souffrant, le corps vient à sa place. Et c'est une place très vivante. Et ça me met beaucoup. Oui, ça c'est vrai, c'est très bon, je trouve. Cette idée que à un moment donné, il y a des communautés qui se sont assumées pour ce qu'elles étaient longtemps, et à travers la vieillesse, à travers les différentes étapes de la vie. Je ne sais pas si on le retrouve beaucoup dans la littérature, mais moi je pense que l'idée du religieuse, là, du châtiment qui apparaît beaucoup, d'érotisation des choses, c'est pas évident dans la littérature corse. Mais ça apparaît dans la littérature moderne, en tout cas. Et avec, encore une fois, cette idée transgressive il y a un tabou, et il faut aller au-delà de ce tabou. Il y a des interdits moraux, il faut contourner ces interdits moraux. Ça, je trouve que c'est des choses assez omniprésentes dans la littérature corse aujourd'hui. Voilà. Je ne fais pas une analyse sur des siècles et des siècles, mais en tout cas, si on lit Ferrare, si on lit pas mal d'œuvres, de Ferrare, une œuvre qui est marquée en plus par le mysticisme quelque part, mais avec toujours des situations transgressives, un châtiment presque immanent qui va apparaître quelque part. On est presque dans le registre de la fable, du conte. Et ces dimensions-là jouent beaucoup dans notre, je ne sais pas s'il faut dire notre, enfin, dans certains textes de la littérature corse. Oui, il y a une forme d'héritage aussi de la tragédie, avec un destin presque immuable, que parfois on peut voir intervenir dès le départ, dès le début du livre. Je ne sais pas si ça vous... Je sais pas. Je pense qu'on a tellement eu besoin d'échapper à... Enfin, en tout cas, ma génération, hein, une partie de ma génération qui a écrit, on a tellement eu besoin d'échapper à la tragédie que souvent on a plutôt été vers ces directions libératrices, quoi. Le rire, la jubilation,
l'illustration de ce qu'est la société réelle, la désacralisation des mythes. Voilà, on a eu beaucoup besoin d'écrire sur ça, moi je crois, en tout cas notre génération. Dans le registre du coup des thématiques d'ouvrage, donc tout ce qui inspire un petit peu les corps, justement le plaisir de transgresser, la joie d'écrire, etc. Il y a une autre thématique que moi j'ai retrouvée dans vos deux œuvres, dans vos deux travaux, c'est la thématique dont on a parlé un peu tout à l'heure et puis dont Robert Colonna-Distri a parlé au début de l'après-midi, c'est la dichotomie centre-périphérie. Chez vous, Ersi, votre personnage Eva, par exemple, se perd dans les quartiers populaires d'Athènes. Cavafy va s'enfoncer dans la zone parisienne. Vous imaginez son parcours. Chez vous aussi, Marc, typiquement dans Massacre des Innocents, ce sont des îlots déserts qui sont en marge. Dans Patmos, c'est justement un bagne. Il y a le maquis dans Flamme de Dieu. Ce sont des espaces qui sont un peu à la marge des centres névralgiques de la société. Est-ce que ces lieux qui sont presque des personnages à part entière dans vos récits, est-ce que c'est important pour vous d'en parler ou de les explorer et pourquoi? C'est important pour l'héroïne. Déjà, c'était très intéressant parce que c'était des quartiers enfouis, presque une ville cachée dans la ville, à ce moment-là. Mais ça, et là, la prostituée, qui est un caractère Moira central dans ce livre, elle dit déjà, et ça, je crois, Eva a été écrit presque 14 ans, je ne me souviens plus, elle dit qu'on va nous chasser d'ici. Et donc, cette ville, qui était à ce moment qui était avant la crise grecque, enfouie dans la ville, où on passait à côté sans savoir qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, parmi les décombres, avec tous les différentes couches des immigrés qui arrivent, il y a des hôtels 5 étoiles, où on rase des blocs entiers, et il y a des immeubles. Ils chassent tous les gens là, tous les pauvres sont chassés. Et c'est le procès de gentrification, et tout disparaît. Okay, il y a vraiment une volonté de témoigner de ces lieux avant qu'ils disparaissent, un peu de les inscrire. Je ne suis pas quelqu'un qui va témoigner de quoi que ce soit. Je suis pas. Mais c'est chaque fois, je cherche quelque chose et cette chose me conduit là et je continue à chercher. Dans ces lieux, on retrouve aussi des hommes et des femmes qui sont très, très absolus, et à la fois très proches de leur animalité, mais aussi poètes, philosophes, esthètes. Oui. Est-ce que vous pensez, l'un comme l'autre, que les centres sociaux sont un peu trop aseptisés pour y forger des personnages de romans, des personnages romanesques? Mais il y en a des femmes comme ça. Il y en a des personnages comme ça. Dans les centres sociaux? Dans la vraie vie. C'est pas là ou dans une ville de province, je connais des personnes comme ça. Bien sûr, est-ce qu'il faut aller les chercher là-bas? Il faut aller les chercher. Il ne veut pas que cette interview pour faire une date. On doit s'approcher. Mais ce qui c'est, par exemple, si on ne va pas, même à Athènes, si on ne va pas à Colonna, dans les cafés branchés, où vont les gens, on va un peu dehors, à la périphérie d'Athènes, il y a des petits cafés avec les habitués, et il y aura toujours un poète, un philosophe, discute. Oui, moi je pense à peu près pareil, c'est qu'à un moment donné, il faut pas... Il n'y a pas une idée absolue à tirer du fait que des personnages sont sur une île ou dans un désert. Ça, c'est souvent, moi, en ce qui me concerne, c'est mon pathos personnel qui m'a amené à vouloir m'échapper de la société, peut-être. Voilà, en écrivant, on se libère et on vit des aventures. Il y a cette dimension-là. Mais après, quand j'observe même certains de mes bouquins, ils s'inscrivent dans le Porto Vecchio des années 80-90. C'est déjà une société qui est confrontée au tourisme, au développement, à des mutations très très profondes au niveau culturel et finalement les personnages ils s'inscrivent là-dedans et ils prennent leur épaisseur.
Donc je ne pense pas qu'il y ait de fuite ou d'absolu, de leçons à retirer sur le fait qu'une humanité serait en train de s'abîmer dans le monde urbain ou dans le capitalisme moderne et qu'il n'y aurait plus de possibilité d'approche romanesque. Voilà, moi ça je le crois pas. Non, c'est juste que le discours de l'auteur, le narratif, pour prendre un terme à la mode à l'heure actuelle, doit s'adapter à ce genre de problématiques, si tant est que la littérature fasse des démonstrations. Voilà, moi je suis pas convaincu de ça. La littérature, elle raconte des histoires, elle invente des personnages, elle a des sous-textes plus ou moins profonds, et là-dedans, tout peut naître, tout peut naître. Ça, je le pense. Il n'y a pas des personnages pour les îles, des personnages pour... ce serait même dramatique de penser comme ça. Ça voudrait dire que nous-mêmes, on caricaturerait nos propres personnages. Et ils doivent être d'une autre complexité, je crois. Ça m'est revenu maintenant, il y a 15 jours. Je n'allais pas bien. Une amie, beaucoup plus jeune que moi, est passée me prendre avec sa voiture. J'ai pensé aller à un endroit où je n'étais jamais allé, un peu dehors le centre, un petit restaurant crétois. Très petit. Il faisait chaud, le canicule, 5 tables. Le type arrive. J'étais déjà un peu plus à l'aise. Il me fait, tu es triste, tu ne dois pas l'être. Pourquoi tu es triste? Il reste là, s'occupe de personne d'autre. Moi, je suis un peu, ça commence, ça va me gâcher la soirée. Il m'a dit, ne va pas pleurer maintenant, hein? Ça va passer, je te dis. Ça sort, il sort, mais d'une bonté, je disais, et je regardais mon ami, et mon ami me disait, mais il a raison. Finalement, il m'a dit, la prochaine fois que tu viens, ne viens pas vêtu en noir, s'il te plaît. Tout passera, je te dis. Mais c'était d'une manière, comme si c'était quelqu'un qui me connaissait bien, qu'il me parlait. C'était pas un type, il y avait quelqu'un de 55 ans, qui n'était pas le propriétaire, c'était les garçons qui travaillaient là. Ah ben, voilà, c'est la Grèce. C'est pas toujours quelque chose... parfois, on a besoin de fuir ça. Une espèce de proximité naturelle entre les gens. Il était sympa, c'était quelqu'un. Mais j'hésitais, pour être sincère, j'hésiterais d'aller tout de suite là-bas. Pour conclure, avant de prendre des questions éventuellement du public, justement, je reviens un peu sur cette question centre ou périphérie, mais d'une autre manière. Je voulais savoir si, selon vous, la Méditerranée et la littérature en Méditerranée, la Méditerranée aujourd'hui, si elle était, à votre sens, au centre ou à la périphérie de la littérature moderne. Comme je dis que les poètes, les grands écrivains maintenant, on entend parler d'un livre, et sont comme météorites solitaires, on ne peut pas parler. Et il peut arriver qu'un grand écrivain bulgare soit en contact avec un écrivain à Équateur et trouver de pouvoir parler. Car malgré les social media et tout ça, on est isolé finalement. On ne peut pas parler, comme je vois moi, de dehors la situation, des mouvements. C'est dommage, mais c'est pas... Et quoi qu'on décide ou on dit, ça c'est un peu change de la perspective qu'on tient. Par exemple, c'est clair qu'en Méditerranée, la vie de chaque jour est plus propice à la poésie et pas au roman. Dans le sens que pour les romans, tu as besoin de plus de temps, de calme, tu ne peux pas être interpellé par tout le monde, à tous les moments, d'ennemis, amis, tous appellent. Moi, depuis 30 ans, je vais chaque février
janvier ou février, pour un mois, à Gotland, dans la mer Baltique, pour pouvoir écrire. Donc, et c'est bien. Ça, je vous le recommande. Je vais vous dire où se trouve. Et c'est pour un centre pour les traducteurs aussi. Il faudra me le dire. Oui. Il faudra me l'écrire. Et ça, oui. Donc, c'est la poésie, c'est la chanson, c'est la vigne, les oliviers. Pour nous, nous sommes les centres. Mais pour les autres, on n'est pas les centres. C'est la perspective qui change chaque fois. Marc Biancarelli, la Corse au centre ou à la périphérie? Au centre, évidemment, de la littérature moderne et internationale. Je réponds un peu ce que Hercy a dit à la fin, c'est que pour nous, c'est le centre. Mais la Méditerranée, c'est surtout le passage à l'heure actuelle. Bien sûr. Voilà, et ça, il ne faudrait peut-être pas l'oublier. C'est-à-dire que, bon, oui, on va intellectualiser les centres, les périphéries. Les centres et les périphéries à l'heure actuelle, on sait que ça raconte une histoire beaucoup plus dramatique, où nous sommes juste un lieu de passage, voilà, un lieu de transit. Et peut-être ça devrait nourrir notre réflexion aussi, et l'élargir, et justement cesser de se prendre pour des centres. C'est bien cette idée aussi. C'est bien qu'à un moment donné, on revendique le fait d'être un centre. On a besoin parce qu'il y a toujours un dominant quelque part qui va vous rappeler que vous êtes la périphérie. Mais une fois qu'on s'est resitué au centre, eh ben, il faut se redécoller à nouveau et il faut, à mon avis, regarder le monde. Hein. Qu'est-ce qu'il y a autour et là, pour l'instant, voilà, moi, mon idée, c'est qu'on devrait être humble et accepter qu'il y a des tragédies. On parlait de tragédies, il y a des tragédies dans cette mer Méditerranée à l'heure actuelle. Et voilà, et c'est peut-être ce qui devrait aussi nourrir nos réflexions, notre inspiration. Merci beaucoup Marc Biancarelli, merci beaucoup Hercy Sotiropoulos.